Je vais vous apprendre. Je l'ai supplié d'aider le patient pour lui sauver la vie, mais il a ri et m'a répondu. Vous allez m'expliquer. Puis, devant la réception bondée de l'hôpital, il m'a giflé violemment. Tout le monde a poussé un cri, mais il ne savait pas que je n'étais pas une infirmière comme les autres. J'étais la fille du directeur milliardaire. Si vous croyez que le courage et la vérité finissent toujours par triompher, restez jusqu'à la fin. Cette histoire est pleine de suspense, de trahison et de justice. Aimez, abonnez-vous et partagez. Elle prouve que défendre ce qui est juste peut tout changer. Je suis entré à l'hôpital ce matin-là, mon sac légèrement en bandoulière, essayant de me débarrasser du poids que je ressentais. La lumière du soleil pénétrait par les hautes fenêtres du hall, se reflétant sur les sols polis, donnant à tout un aspect trompeusement calme. Mais je savais que ce n'était pas le cas. Les hôpitaux ne sont jamais calmes. Pas vraiment. L'air sentait légèrement l'antiseptique, mêlé à l'énergie nerveuse des patients et au pas précipité des médecins et des infirmières qui couraient d'une chambre à l'autre. J'ai salué quelques collègues en passant. Bonjour, Aria, m'ont-ils dit, certains avec une chaleur sincère, d'autres avec un demi-sourire qui suggérait la curiosité ou le jugement. J'ai répondu poliment à leurs salutations, mais je sentais le poids de la journée peser sur moi. Il y avait toujours une tension dans cet hôpital, une compétition silencieuse pour attirer l'attention, obtenir l'approbation et la reconnaissance. Et puis, il y avait lui, le médecin que tout le monde craignait, le docteur Alcott. Il avait ce regard froid et calculateur, comme si le monde n'existait que pour son confort. Il n'imposait pas seulement le respect, il l'exigeait avec une arrogance qui faisait que le personnel ordinaire comme moi se sentait petit. J'essayais de me concentrer sur mes tâches, de vérifier les dossiers des patients et de préparer les visites. Mais une vive inquiétude me tenaillait. L'un des patients, un homme dans la chambre 312, n'était pas stable. Ses signes vitaux avaient fluctué toute la nuit et je l'avais déjà signalé plusieurs fois. Les infirmières, avant moi, avaient hésité à insister trop fort. C'était un parent d'une personnalité importante et le médecin était connu pour ignorer même les avertissements les plus urgents s'ils ne lui convenaient pas. Mon estomac se noua. Je détestais me sentir impuissante, surtout lorsqu'une vie était en jeu. Je pris une profonde inspiration pour me calmer. Ce n'était pas la première fois que je voyais quelqu'un souffrir parce que l'arrogance et la fierté faisaient obstacle aux soins. Mais cela ne rendait pas les choses plus faciles. Je me rappelais de rester calme et poli. Mon travail consistait à soigner, pas à affronter, mais mon instinct me disait qu'ignorer cela serait catastrophique. Je me suis approché du poste des infirmières, discrètement, vérifiant les dernières mesures, notant la légère baisse du taux d'oxygène, l'accélération du rythme cardiaque. Mes doigts ont hésité au-dessus du téléphone, se demandant si je devais appeler de l'aide ou attendre la visite du médecin. La matinée s'écoulait rapidement, chaque seconde pesant lourdement. Les patients arrivaient sur des brancards, les proches faisaient les 100 pas, anxieux, le bip constant des moniteurs et des téléphones créant un rythme impossible à ignorer. Du coin de l'œil, j'aperçus le docteur Alcott, l'air dédaigneux, examinant un dossier, sans prêter attention au chaos qui l'entourait. Mon cœur se serra. Je savais ce qui allait se passer. Je devrais prendre la parole, insister, m'opposer à cette arrogance. Au fond de moi, je me préparais mentalement, car il ne serait pas facile de lui tenir tête dans cet hôpital, devant le personnel et les patients. Mais même si la peur me serrait la poitrine, je ressentais autre chose. Une détermination tranquille. La vie de ce patient était plus importante que son ego, et je savais d'une manière ou d'une autre que le choix que j'allais faire allait tout changer. J'ai dégluti péniblement en m'approchant du docteur Alcott, essayant de stabiliser ma voix. Docteur, s'il vous plaît, Monsieur Romesh, dans la chambre 312. Son taux d'oxygène baisse et son rythme cardiaque est instable. Nous devons commencer le traitement immédiatement. Je gardais un ton calme, professionnel, mais ferme. Mes mains étaient fermes, même si mon cœur battait à toute vitesse. Il leva à peine les yeux des papiers qu'il tenait, le regard froid et inflexible. Vous allez m'expliquer, infirmière, dit-il avec un sourire cruel. Vous croyez que je ne vois pas ce qui se passe? Ces mots étaient empreints de condescendance. Mais ce n'était pas seulement cela. C'était son arrogance, son mépris total pour la vie du patient qui me mettait hors de moi. J'ai fait un petit pas en avant. Docteur, je ne remets pas en cause vos connaissances, mais l'état du patient se détériore.
Chaque seconde compte. Veuillez vérifier ces signes vitaux maintenant avant qu'il ne soit trop tard. J'ai parlé plus fort, avec un peu plus d'insistance, mais toujours poliment, c'était un moment. Je n'essayais pas de le défier personnellement. J'essayais de sauver une vie. Pendant un instant, il s'est contenté de me fixer du regard. Le couloir semblait s'être tu. Je sentais les regards des autres membres du personnel posés sur nous, certains tendus, d'autres curieux, d'autres encore effrayés. J'entendais le faible bip du moniteur de la chambre 312 résonner comme un compte à rebours. Puis il a craqué. Je ne m'y attendais pas. Pas aussi vite, pas aussi violemment. D'un mouvement rapide, il a levé la main et m'a giflé violemment. Le monde a semblé basculer pendant une seconde. Des cris étouffés ont résonné dans la salle d'accueil. Certains membres du personnel se sont figés, d'autres ont chuchoté précipitamment, et j'ai ressenti une douleur plus vive que la gifle elle-même. L'humiliation, l'incrédulité que cela puisse se produire au milieu d'un hôpital bondé. J'ai posé une main sur ma joue, goûtant le sang de ma lèvre fendue, essayant de rester debout, essayant de respirer. Ma poitrine brûlait d'un mélange de colère et de honte, mes jambes tremblaient, mais je ne suis pas tombé. Je devais rester calme. Les patients et les visiteurs regardaient, choqués, incapables de détourner les yeux. Même les infirmières qui s'étaient informées avec moi pendant des années semblaient figées, ne sachant pas si elles devaient intervenir. Et pourtant, à ce moment-là, j'ai compris quelque chose. La douleur, l'humiliation. Elles ne pouvaient pas me briser. Pas aujourd'hui. J'avais défendu une vie pour ce qui était juste. Et personne, pas même le docteur Alcott, ne pouvait m'enlever cela. Je me suis redressé, j'ai croisé son regard et j'ai dit calmement mais fermement. La vie du patient passe avant votre fierté. Soignez-le maintenant, ou je ferai en sorte que tout le monde ici connaisse la vérité. Mes mots étaient une calme maîtrisée, mais derrière eux se cachait le feu, la colère, la détermination et le refus d'être ignoré. Il cligna des yeux, stupéfait, non pas par la peur, mais par l'audace. Je pouvais voir la première fissure dans son arrogance, même s'il la masqua rapidement par de l'irritation. L'hôpital semblait retenir son souffle, attendant la suite des événements, et je savais au fond de moi que rien ne serait plus jamais pareil. La gifle me fit plus mal que la douleur physique. C'était l'humiliation, le poids des regards de tout le monde sur moi, les chuchotements du personnel, les regards curieux des patients et des visiteurs. Ma joue me brûlait, mais je refusais de le montrer. Je redressais le dos, levais le menton et forçais mes mains tremblantes à rester fermes. Je ne lui donnerais pas la satisfaction de me voir brisé. Je reculais, cherchant un coin à l'écart de la foule, un petit espace où je pourrais rassembler mes pensées. Mon cœur battait encore à tout rompre, mes oreilles résonnaient encore du murmure qui avait parcouru le hall. Mais je me rappelais que cette gifle ne me définissait pas. Mon courage, mes connaissances et mon sens du devoir me définissaient, et le patient avait toujours besoin d'aide. C'était bien plus important que ma fierté. En vérifiant à nouveau le moniteur, j'ai remarqué de légères baisses des signes vitaux, signes révélateurs que l'état du patient pouvait s'aggraver rapidement. La colère m'a envahi, non pas envers le médecin, mais envers le système qui permettait à l'arrogance de mettre des vies en danger. J'ai serré les poings, essayant de me calmer. Je savais que je devais agir avec prudence sans lui donner d'autres raisons de s'en prendre à moi. En passant devant la réception, j'ai aperçu les visages de mes collègues. Certains étaient choqués, ne sachant pas quoi faire. D'autres évitaient complètement mon regard. Quelques-uns me regardaient avec une admiration silencieuse que je n'avais jamais remarquée auparavant. Peut-être voyaient-ils en moi quelque chose que je ne voyais pas moi-même. La résilience, le refus de se taire. J'ai alors réalisé que ce moment, aussi humiliant fut-il, avait révélé en moi une force que je n'avais pas pleinement reconnue. J'ai pensé à ma vie en dehors de cet hôpital, à qui j'étais vraiment. Pendant des années, j'avais caché mes origines, ma famille, mes privilèges. Pour tout le monde ici, j'étais juste Aria, une simple infirmière. Mais cette partie de moi, celle qu'ils ne pouvaient pas voir, était patiente, observatrice, intelligente et surtout puissante. Je n'avais besoin de personne pour me défendre. Je pouvais me battre seul pour ce qui était juste. Je redressais mon uniforme, repoussais mes cheveux en arrière et esquissais un léger sourire contrôlé. Je ne laisserai pas cette humiliation me définir.
Je ne laisserai pas la peur dicter mes actions. J'attendrai, j'observerai et je choisirai mon moment avec soin. Le monde s'attendait peut-être à ce que je m'effondre, que je sois intimidé, que je reste silencieuse. Mais je planifiais déjà ma prochaine action, silencieusement, stratégiquement, avec une détermination tranquille qui ne laisserait aucune place à l'arrogance. Même lorsque le médecin passa devant moi en souriant comme si de rien n'était, je soutins son regard. À l'intérieur, j'étais animé d'une détermination farouche. Ce n'était que le début. Et lorsque la vérité éclaterait, lorsque mon identité serait révélée, lorsque justice serait faite, je me tiendrais debout, inébranlable et intouchable. Je me suis dirigé rapidement mais prudemment vers la chambre 312. Le moniteur du patient émettait des bips rapides, chaque son tranchant la tension dans ma poitrine. Son taux d'oxygène était dangereusement bas, sa respiration superficielle. Mes doigts ont plané au-dessus des commandes, vérifiant les lectures, faisant des calculs dans ma tête. Le temps s'écoulait et chaque seconde comptait. Je savais que je devais agir avant que le docteur Alcott ne remarque quoi que ce soit ou n'intervienne à nouveau. Non pas parce que je doutais de mes compétences, j'avais été formé pour cela, mais parce que je ne pouvais pas me fier à son jugement à ce moment-là. L'arrogance l'emportait souvent sur la compétence chez lui, et à cet instant, cela pouvait coûter une vie. Mon pouls s'accélérait, mes paumes étaient moites, mais je me suis rappelé de rester calme. La panique ne résoudrait rien. Alors que j'ajustais l'apport en oxygène du patient et que j'appelais immédiatement le personnel soignant, j'ai senti une présence derrière moi. Je n'avais pas besoin de me retourner pour savoir qui c'était. Des murmures flottaient dans les couloirs de l'hôpital. Une personne importante posait des questions. Quelqu'un observait, surveillait le chaos, et puis je l'ai entendu. Mon nom a été prononcé avec curiosité et autorité. Le directeur était arrivé. Je pouvais sentir son regard avant même qu'il n'entre complètement dans la pièce. C'était un homme grand, imposant, calme mais vif, dont les yeux scrutaient la scène comme ceux d'un faucon. Je n'avais pas besoin qu'il intervienne. Ma priorité restait le patient. Mais je savais que c'était le moment où le vent pouvait tourner. Chaque action, chaque décision comptait désormais, non seulement pour le patient, mais aussi pour le respect et l'autorité que j'avais tranquillement acquis au fil des ans. J'ai continué mon travail, vérifiant les signes vitaux, parlant doucement au patient pour le calmer, donnant des instructions précises et efficaces aux infirmières. Pendant tout ce temps, je sentais la curiosité du directeur grandir, reconstituant l'histoire à partir des réactions du personnel, de la tension dans l'air, des chuchotements qui avaient suivi la gifle. Il ne se doutait pas que j'étais plus que la simple infirmière qu'il croyait. Le docteur Alcott, ignorant qu'il était sous le regard scrutateur du directeur, continuait à se comporter comme s'il était le propriétaire de l'hôpital, vérifiant les dossiers avec un air ennuyé, sans voir le danger qui planait dans la chambre 312. Je serrais les mâchoires. C'était exactement pour cette raison que j'avais insisté auparavant et que j'insisterai à nouveau si nécessaire. On ne pouvait pas compromettre des vies pour des questions de fierté. Je ressentais une satisfaction tranquille, en sachant que même sans révéler mon identité, j'avais le contrôle, j'avais les connaissances, j'avais la patience et le courage de faire ce qui était juste, aussi arrogant ou cruel que fussent les obstacles. Et quelque part en arrière-plan, le regard fixe et observateur du directeur me rappelait que ce n'était que le début. À ce moment-là, je compris que le pouvoir n'était pas toujours bruyant ou évident. Parfois, il était calme, parfois il était patient, et parfois il attendait le bon moment pour révéler la vérité. Je pouvais sentir la tension dans l'air lorsque le directeur est entré dans la salle d'accueil. La foule du personnel et des patients semblait retenir son souffle, comme si elle sentait qu'un événement monumental allait se produire. Je gardais les mains fermes sur les côtés, le visage calme, même si mon cœur battait comme un tambour. C'était le moment où tout pouvait changer. Mon courage, ma patience, mes années de force cachée, tout cela culminait en une seule confrontation. Le docteur Alcott ne remarqua rien au début. Il continua à examiner les dossiers, complètement absorbé par son importance, inconscient du regard perçant du directeur. Je savais que je devais agir avec prudence. Un mot de travers, un faux pas, et l'humiliation que j'avais déjà endurée pouvait se transformer en quelque chose de bien pire. Mais je savais aussi que le silence n'était plus une option. J'ai pris une profonde inspiration et je me suis avancé. « Docteur », ai-je dit d'une voix calme mais ferme,
qui portait clairement dans la salle d'accueil. L'état du patient est toujours critique. Un traitement immédiat est nécessaire. J'insiste pour que vous agissiez maintenant. Le médecin a relevé brusquement la tête, les yeux brillants d'irritation. Et qui êtes-vous pour me poser des questions? A-t-il demandé d'une voix aiguë et suffisamment forte pour attirer l'attention de tous les coins du hall. Avant que je puisse répondre, le directeur prit la parole. Sa voix était ferme, autoritaire, et elle coupa la tension comme un couteau. Aria, avancez. Tous les regards se tournèrent vers moi. Le médecin se figea, la confusion se lisant sur son visage. Je m'avançai lentement, délibérément, chaque pas montrant mon sang-froid, ma confiance, mon autorité tranquille. Les chuchotements du personnel et les halètements choqués des visiteurs ne firent que renforcer le poids du moment. Le regard du directeur s'adoucit légèrement lorsqu'il me regarda, puis se durcit lorsqu'il s'adressa au médecin. « Vous rendez-vous compte à qui vous parlez ?» demanda-t-il d'une voix calme mais empreinte d'une puissance indéniable. Je laissai le moment s'écouler, puis je pris la parole d'une voix claire et ferme. Je suis la fille du directeur et je ne permettrai pas que l'arrogance mette en danger la vie d'un patient. La décision que vous prenez maintenant définira non seulement vos actions, mais aussi votre intégrité en tant que professionnel. Les yeux du médecin s'écarquillèrent, le choc et la peur se mêlant aux vestiges de son arrogance. Le hall était silencieux. Les collègues, les patients, même les visiteurs attendaient tous, retenant leur souffle, tandis que la réalité s'installait dans la pièce. Pour la première fois, l'équilibre des pouvoirs avait complètement basculé. Je ressentais une satisfaction tranquille. Mais je ne jubilais pas, j'avais agi avec détermination, patience et courage. La vérité avait été révélée non pas par des menaces bruyantes ou de la colère, mais avec une certitude calme. Et alors que la façade du médecin s'effondrait, j'ai réalisé quelque chose d'important. La véritable autorité ne vient pas de la peur, mais de la connaissance, de l'intégrité et de la force de défendre ce qui est juste, même lorsque tout le monde regarde. Le silence dans le hall s'est prolongé pendant un moment, lourd et complet, avant de finalement se rompre. Des chuchotements ont commencé à parcourir la foule. D'abord timides, puis plus forts à mesure que la réalité s'imposait. Le docteur Alcott, qui avait passé des années à cultiver la peur et l'arrogance, était enfin confronté aux conséquences de ses actes. Pour une fois, son autorité était remise en question, et il n'avait pas de mots pour se défendre. Je l'ai regardé se tortiller, mal à l'aise, réalisant que le personnel et même les visiteurs ne le regardaient plus avec respect. Ils le regardaient avec jugement. Le regard du directeur était fixé sur lui, calme, mais indéniablement puissant. Je n'avais pas besoin que mon père intervienne directement. Le moment avait déjà changé grâce à ce que j'avais fait. Mon calme, ma persévérance, mon refus de céder avaient parlé plus fort que n'importe quel mot. Les infirmières, qui avaient hésité auparavant, s'étaient avancées, vérifiant l'état du patient avec urgence, suivant les procédures que j'avais décrites. Le personnel hospitalier a commencé à murmurer son approbation, reconnaissant mes actions sans que j'aie besoin de faire la moindre annonce. Le respect que j'avais tranquillement gagné au fil des ans était désormais visible, tangible. J'ai ressenti une subtile bouffée de fierté, mais cela n'avait rien à voir avec mon ego. Il s'agissait simplement de justice enfin rendue. Le visage du médecin a rougi, son arrogance laissant place à la frustration et à la peur. Il a murmuré des excuses, mais personne ne l'écoutait. Je l'ai vu jeter un coup d'œil autour de lui, à la recherche d'alliés, réalisant que personne ne le soutiendrait cette fois-ci. Sa réputation, soigneusement construite au fil des ans, s'effondrait devant tous ceux qui l'avaient autrefois craint. J'ai pris un peu de recul, laissant le personnel prendre le relais, tout en restant calme. Je n'avais pas besoin d'afficher davantage mon identité. La présence du directeur, mes actions et les réactions de toutes les personnes présentes dans la pièce en disaient non. L'état du patient s'est stabilisé grâce à des soins appropriés, et j'ai enfin pu respirer un peu plus facilement, sachant que j'avais sauvé une vie en prenant la parole. En ajustant mon uniforme et en écartant une mèche de cheveux de mon visage, j'ai senti un changement en moi. L'humiliation de la gifle, les ricanements, les jugements chuchotés. Ils n'avaient plus aucun pouvoir sur moi. Je les avais transformés en force. J'avais prouvé que le courage, les connaissances et l'intégrité pouvaient triompher de la cruauté et de l'arrogance, même sans aide extérieure. Plus tard, alors que l'hôpital reprenait progressivement son rythme habituel,
Mes collègues m'ont abordé discrètement, m'offrant des sourires, des hochements de tête et des mots subtils d'admiration. Ce n'était pas une reconnaissance bruyante, mais une reconnaissance méritée par l'action. J'ai alors compris que le véritable respect ne vient pas des titres ou de la peur. Il vient du fait de rester ferme quand cela compte le plus. Et dans ce moment de calme, j'ai compris quelque chose de plus profond. Le pouvoir n'est pas toujours visible. Parfois, c'est la patience. Parfois, c'est le courage. Parfois, c'est savoir quand agir et quand attendre. Aujourd'hui, tout cela s'était réuni et justice avait été rendue. Non pas par vengeance, mais par la vérité et l'intégrité. Alors que la journée touchait à sa fin et que le chaos de l'hôpital s'estompait lentement, j'ai trouvé un coin tranquille pour rassembler mes pensées. L'adrénaline s'était calmée, laissant place à un calme serein. J'ai repensé à la matinée, au hall bondé, à la gifle violente, au regard des patients et du personnel posé sur moi. J'ai repensé au Dr. Alcott, dont l'arrogance avait finalement trouvé son maître, et aux patients dont la vie avait basculé. J'ai été frappé par la fragilité du respect et la rapidité avec laquelle le pouvoir peut changer lorsque le courage rencontre l'opportunité. Je n'avais besoin de personne pour se battre à ma place. Je n'avais pas besoin que mon père se présente ou intervienne. Tout ce dont j'avais besoin, c'était de rester ferme, de m'exprimer et d'agir au moment crucial. À cet instant, j'ai compris que la véritable force n'est pas toujours bruyante ou spectaculaire. Elle est calme, réfléchie et inébranlable. Je me suis autorisé à sourire, non pas par triomphe sur autrui, mais par fierté de ma propre intégrité. L'humiliation et la peur avaient tenté de me définir, mais je m'étais refusé à les laisser faire. J'avais découvert quelque chose d'important sur moi-même. La patience, la connaissance et le courage moral sont des forces plus puissantes que la cruauté, l'arrogance ou le jugement public. Et lorsque ces forces sont combinées à une action au bon moment, même les plus puissants peuvent être tenus responsables. Le personnel qui avait été témoin de la confrontation m'a abordé plus tard, m'offrant des mots discrets de respect, des hochements de tête et des sourires. C'était subtil, mais significatif, une reconnaissance non pas pour ma richesse ou mon titre, mais pour m'être levé au moment crucial. Et pour la première fois depuis des années, je me suis senti pleinement reconnu, pleinement respecté et pleinement maître de mon propre destin. J'ai réfléchi à la leçon que cette journée m'avait enseignée. La vie vous réserve des moments où vous serez sous-estimé, rejeté, voire humilié. Dans ces moments-là, il ne s'agit pas de chercher à se venger ou d'attendre que quelqu'un d'autre vienne vous sauver. Il s'agit de trouver votre force intérieure, d'utiliser vos connaissances et de défendre fermement ce qui est juste. L'intégrité, le courage et la persévérance ne sont pas toujours visibles aux yeux du monde, mais ils sont remarqués par ceux qui comptent, les personnes dont la vie est affectée par vos actions. Et lorsque j'ai quitté l'hôpital ce soir-là, le soleil projetant une lumière dorée dans le hall, j'ai ressenti une satisfaction tranquille. Le monde n'avait pas besoin de voir mon pouvoir, car celui-ci s'était déjà révélé dans mes actions. L'arrogance qui avait autrefois menacé de me briser avait été remplacée par le respect, la dignité et la certitude que je pouvais m'élever même face à la cruauté. Parfois, les victoires les plus fortes sont celles que personne n'applaudit, mais dont l'impact est ressenti par tous. Et je savais qu'aujourd'hui, j'avais gagné de la seule manière qui comptait vraiment. En restant debout, en sauvant une vie et en montrant que le courage et l'intégrité sont plus puissants que la peur. Si cette histoire vous a inspiré à défendre ce qui est juste, cliquez sur j'aime. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de courage et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires dramatiques mêlant justice, suspense et rebondissements inattendus. N'oubliez pas que la vraie force s'exprime même sans crier.